Merci d'écouter ce podcast, mais êtes-vous également abonné à Ambroise Magazine ? Il s'agit de mon infolettre que j'envoie pour garder un lien avec vous. Rencontre, sortie d'une vidéo ou même sondage. Quand j'ai quelque chose à vous annoncer ou à vous demander, vous recevez un mail et vous pouvez même y répondre et on discute. Alors pour vous inscrire à cette infolettre, rendez-vous sur mon site ambroisecarminati.com. Et maintenant, place au podcast. Hello Christian Cri, bien bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle pour une demande un peu particulière. Je suis comédien, je vais jouer dans un film. Je voulais savoir si c'était dangereux de mettre des lentilles pour, entre guillemets, abîmer ma vue, pour flouter un peu ce que je vois. Non, c'est pas dangereux. D'accord. Et vous pensez qu'il Mais faut... c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est de créer un isolement autour du personnage et qu'il voit flou autour de lui, de m'isoler dans le personnage. Ça parle de quoi ce navet? Rien. Tout. Je trouve ça très intéressant, John. Grande film. C'est quoi? Great movie. Depuis le début de ce projet, je sais que je vais jouer Kessler, un des deux personnages principaux, parce que c'est moins cher, c'est plus pratique, et puis c'est l'occasion pour moi de montrer à quel point je suis un bon comédien, capable de faire autre chose que des sketchs de 2 minutes. Mais plus le tournage approche, plus je me demande si je suis effectivement la meilleure personne pour incarner Antoine Kessler. Je me demande si je suis assez âgé pour jouer un metteur en scène de théâtre à succès. Donc j'ai un peu regardé des images d'Alexis Michalik ou de Thomas Joly, donc des vraies personnes qui ont le même métier que mon personnage, en espérant choper leur attitude. Mais bon, moi je suis pas un vrai acteur de l'acteur studio, je m'immerge pas dans une autre peau que la mienne en travaillant des semaines pour modifier l'intonation de ma voix ou en perdant 30 kilos, etc. Donc plus le tournage approche, plus en fait j'attends un miracle. Parce que franchement, je plane. J'ai aucune idée de qui est vraiment Kessler, ni de comment le jouer. All right, explain this to me like I'm a 2-year-old. Who are you, Deirdre? Alors, en vrai, pour devenir Kessler, je compte m'appuyer sur des choses déjà très concrètes. Le costume et la coiffure. Mon expérience sur Coco Watt m'a fait réaliser à quel point le look d'un personnage fait une grosse partie du boulot, dans la perception que les spectateurs en ont. Lucie, chef costumière, et Amélie, chef coiffure et maquillage, sont donc 2 personnes à qui j'ai parlé du film dès que j'ai pu, pour leur demander leur avis. Comment on l'habille, comment on le coiffe, comment on le rase, comment on le maquille. Donc je m'en remets beaucoup à leur savoir-faire pour me transformer en Kessler, en me disant c'est elles qui vont gérer, c'est pas moi. Donc dans un premier temps, Lucie réfléchit à 2 directions pour les costumes. Soit une option un peu dandy avec des costumes 3 pièces à carreaux, un côté vraiment aristo qui colle avec ce dont j'ai parlé à Lucie du personnage, qui vient un peu d'une famille, peut-être une vieille famille riche, etc. Et autre option, un truc plus sobre avec des vêtements assez amples, japonisants on va dire, des trucs un peu souples. Bon, on opte plutôt pour la deuxième option, qui est moins risquée que les costumes à carreaux, et qui est très belle aussi. Alors, je suis en cabine d'essayage. C'est la première fois que je vais mettre des vêtements qui peut-être vont définir qui est mon personnage, comment il s'habille. C'est des moments, pour les comédiens en tout cas, où enfin on peut s'appuyer sur quelque chose d'un peu concret, quoi. Et on peut se sortir de nous, on va dire. Plutôt que de mettre des vêtements à nous, quoi. C'est ce qu'on fait souvent, ça. Ok, j'essaye ça. J'aurais envie, moi, d'un truc un peu plus ample. Je sais pas comment tu te sens, toi, dedans. Tu t'es vu? Ouais, je me suis vu, je me suis dit, c'est cool, c'est quelqu'un d'autre que moi, donc d'un coup, je me dis, je peux jouer ce personnage. Ok. Comment tu te sens au niveau de la taille? La taille, c'est parfait. La taille est bonne. Moi, j'aime bien. C'est très beau, mais c'est un peu sage. C'est très sage. Ouais. Et quid d'une boucle d'oreille, Ambroise? Moi, j'aurais dit non pour la boucle d'oreille. Je crois que j'aurais même dit non pour la chevalière. Ton bouton, intérieur, il dit déjà beaucoup de choses sur toi. Et je sais pas si t'es quelqu'un qui a envie vraiment d'afficher ton rang de cette manière-là, tu vois. C'est quoi ces formes de chemise? C'est des formes de chemise que j'avais jamais vues. Il y a juste 2 boutons en bas. Enfin, on dirait vraiment des chemises faites par l'IA. Où elle s'est trompée, elle a mis que 2 boutons en bas et tout. Mais non, en fait, ça existe, c'est des vraies chemises. Ça fait un petit peu... Enfin, ça m'évoque, c'est pas forcément négatif, mais l'hôpital, quoi. Un infirmier, ouais. Du coup, on va essayer autre chose. Ouais, carrément. On a un cintre avec plein de vêtements que Lucie a commandés. Alors, tu les as commandés, tu les as achetés, tu vas renvoyer ce qu'on comprend pas, c'est ça? On voit ce qui va pas. C'est quoi comme veste? C'est une veste... C'est un nom? C'est un col Mao. Ah, c'est un col Mao, d'accord. C'est bien, ça fait espionnage pour le coup. Après, est-ce que tu as cette veste tout le temps ou pas? Tu vois? Parce que ça, c'est une veste plutôt d'extérieur. Ouais, non, sans doute pas. Je me suis dit, vu qu'on parlait des scènes pour après, où tu sortirais, ça peut être une veste de représentation. Oui, tout à fait. Non, c'est sûr que c'est magnifique comme veste. Il met ça à la première, c'est ultra crédible, quoi. Ouais. Et la chemise, je pense qu'il faut que tu remontes les manches, que tu lui donnes... Je suis d'accord. J'allais mettre en bas de chemise.
Et puis j'aime bien l'idée de la chemise fermée. L'autre, si elle est ouverte, c'est un peu le mec a sa chemise un peu ouverte alors qu'il y a une femme qui vient chez lui la nuit. Enfin, tu sais jamais. Là, il y a un côté genre, je suis pas là pour qu'on discute d'autre chose que. En fait, il y a un mec comme ça qui t'accueille chez toi. Genre, c'est pas différent juste de moi. Il y a pas beaucoup de gens qui s'habillent comme ça, tu vois. C'est tout de suite un peu impressionnant, quoi. Sachant que l'appartement, il est en parquet. Donc on va entendre que ça. Il est en parquet, et ça grince déjà beaucoup. Enfin, c'est vraiment pas un appart où t'as envie de marcher avec ça, je pense. Mais ça te choque, toi, qu'il soit pieds nus, le gars? Non, ou en chaussettes? Non. J'imaginais plutôt en chaussettes neutres, genre taupe, beige, j'en sais rien, enfin un truc hyper discret, enfin propre. Tu peux nous redire les traits de personnalité du personnage? Je sais pas, justement. Il a forcément un côté un petit peu distant avec les gens. C'est toujours un peu bizarre d'être dans sa présence. On sait jamais trop comment se comporter. Il est craint? Il est craint, plutôt il est respecté, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Alors là, c'est un pantalon, j'ai jamais vu ça. C'est une ceinture avec bouton sur la ceinture qui se glisse dans un arceau. Je découvre des formes de vêtements. C'est l'avantage de ce métier, quoi. De toutes les formes que j'ai vues, c'est celle qui me plaît le plus. Mais c'est vrai qu'elle est très transparente, la chemise, sur la photo. Elle est en très tout cas, transparente. ça renvoie une... C'est pas la chemise qu'il faut. Mais du coup, en tout cas, j'aime bien le format, tu vois, Ouais. de petit col attaché jusqu'en haut, sans cravate, sans rien, tu vois. Ok. Mais c'est surtout que là, je suis un peu préoccupé par comment on dit, la prestance de mon perso et comprendre tout de suite l'importance du mec. Et donc, c'est vrai qu'une veste qui m'évoque un peu plus artiste me le rend plus chaleureux. Je me dis plus, ça va, je peux tchatcher avec lui, je sais pas comment dire. J'aime bien l'idée du gars, potentiellement il est dans une ambassade, quoi. Enfin, En fait, tu veux renvoyer du strict? Ouais, c'est ça. Ok. Je sais pas si j'étais naturellement quelqu'un d'hyper strict ou que ça se dégageait ça principalement. Peut-être qu'une veste comme ça pourrait être intéressante, mais je me sens pas forcément en confiance avec cette veste-là. Okay. Donc la séance SIH se termine et bonne nouvelle, on a identifié la tenue de Kessler. Donc je suis content. Il faut juste trouver une chemise plus épaisse. On l'essaiera la prochaine fois. D'ailleurs, c'est d'où l'importance de faire des essayages. J'imagine si je m'étais retrouvé avec cette chemise au tournage transparente où on voit mon torse à travers, ça m'aurait un peu déstabilisé. Donc c'est bien de préparer les choses. Pendant ces essayages, je ne dirais pas que Kessler m'est apparu par magie, mais je suis assez content déjà de voir la tenue qu'il aura. C'est un petit pas de plus entre lui et moi, en fait. Vous en voulez plus? Ben comment? Tu nous tiens en haleine. C'est qui ce type? Kessler, j'ai déjà essayé de trouver sa voix il y a quelques semaines. J'étais tout seul dans l'appartement où on allait tourner. Et je me suis dit, vas-y Ambroise, lance-toi, essaye de parler comme Kessler le ferait, parle à voix haute, enregistre-toi, c'est comme ça que travaille Daniel Day-Lewis, donc fais-le. Et donc j'ai imaginé, avec la voix de Kessler, que j'accueillais Camille. Installez-vous, vous voulez qu'on... Alors comment ça s'est passé? Alors, comment ça s'est passé? Comment vous vous sentez? Bienvenue chez moi, voilà. Bienvenue chez moi. Enfin, chez moi. Est-ce que... vous voulez boire quelque chose? Vous voulez qu'on commence tout de suite? D'accord. Après, j'ai testé la voix en imaginant le message vocal que Kessler avait laissé à Camille avant le film. Donc c'est une scène qu'on voit pas dans le film, mais qui est décisive dans leur relation. C'est Kessler envoie un vocal à Camille pour lui proposer de se voir. Bonjour Camille. J'aimerais vous proposer quelque chose. C'est du travail. Est-ce que vous seriez disponible pour qu'on se parle dans les jours qui viennent? Voilà, moi je suis vraiment disponible demain vers 16h, 16-17h, pas après. Voilà, idéalement au théâtre ou dans le quartier du théâtre. Enfin, pas dans le théâtre, mais pas loin. Je vous expliquerai pourquoi. Mais voilà, je pense que j'ai pensé à quelque chose qui pourrait peut-être vous plaire, vous convenir. Et j'aurais besoin de vous, évidemment. Merci de me rappeler. Au revoir. Bon, après j'ai essayé une autre voix. Je pense que j'ai trouvé la première un peu trop victime, un peu trop voix basse et je sais pas pourquoi, je suis parti dans un truc quasiment aristocrate, très Frédéric Mitterrand. Bonjour Camille, c'est Frédéric. Je souhaitais vous retrouver pour vous proposer quelque chose.
Alors, n'hésitez pas à me rappeler. Le mieux, c'est peut-être qu'on se croise dans le jardin du théâtre. Non, pas du théâtre, mais peut-être à côté. Enfin, je vous expliquerai pourquoi. Vous comprendrez. Voilà, demain, je suis libre à 16h. Appelez-moi, merci. En vrai, j'aime bien cette voix. Je trouve ça fou. Je trouverais ça fou de le faire, mais je pense que je suis incapable de l'assumer pendant tout le film. Surtout que ça en fait un perso un peu trop autoritaire à mon goût et peut-être trop bavard. Mon Kessler, à moi, je pense qu'il est plus taiseux, il est plus sympa aussi. Enfin, voilà. Mais j'étais content de faire cette voix parce qu'en la réécoutant, je me dis, il y a un vrai personnage, peut-être pour un autre film. Bon, ça bosse, hein? Ça bosse, président. Ça bosse fort. Oh, c'est bon. Plus ça va, plus je panique. Je me dis que je vais jamais réussir à composer un personnage intéressant. Donc, j'essaie de me rassurer, je me fais des vocaux pour me rassurer. Moi, j'ai pas encore vu Amélie pour le maquillage, la coiffure. Mais comment je vais préparer ce truc, dans quel état je vais être? Et peut-être qu'il faut que je sois simplement moi. Il faut que je sois simple, que je parle doucement, que je sois le personnage que j'ai imaginé, attentionné, etc. Et que je fasse confiance à la situation. Puis voilà, incarnons le moins possible pour que la situation elle-même s'incarne. Bon, je pense que ce qui est intéressant dans mon film, c'est l'acte transgressif d'écouter des proches. C'est pas que ce soit fait par un personnage hyper radicalement bizarre. En vrai, si ça tenait qu'à moi, le personnage il serait le plus normal possible. Et j'ai pas envie que le film soit intéressant parce que le personnage est intéressant. J'ai envie que le film soit intéressant parce que l'acte est intéressant. C'est pour moi une grande transgression du cinéma, notamment en général. Les méchants doivent ressembler à des méchants. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'on essaie de nous faire croire? On essaie de nous rassurer en nous montrant des méchants qui ont vraiment l'air méchants pour nous dire, regardez comme ils vous ressemblent pas, ça veut dire que vous êtes pas méchants. Mais c'est pas vrai. Les méchants, les ordures les plus intéressantes et les plus vraies sont les méchants qui n'ont pas l'air méchants. Et d'ailleurs, je dis les méchants, mais il n'y a que des actes méchants, il n'y a pas de personnes méchantes, fondamentalement. Ce qui est particulier pour un acteur, mais en fait pour tout le monde, je pense, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on renvoie comme impression. C'est-à-dire que moi, là, si je rigole, bon, a priori, les gens comprennent que je rigole. Et si je souris, ils comprennent que je souris. Mais en vrai, si je souris un petit peu, il y a moyen qu'il y en ait qui disent « je vois pas ton sourire ». Et dans plein de situations, on peut penser qu'on est en train de sourire légèrement, mais en fait, non. Et l'inverse, c'est pareil. On croit qu'on est discret, qu'on dégage rien, mais en fait, on a le visage qui est ravagé par des tics et on n'a pas toujours conscience de ce qu'on renvoie. Et donc, en tant qu'acteur, c'est compliqué parce que la caméra, elle voit le visage et il faut qu'on sache ce que notre visage renvoie. Alors, dans ma quête à la recherche de Kessler, je peux notamment m'appuyer sur les images du pré-tournage qu'on a filmé au téléphone et où, mine de rien, je fais un petit peu les actions et on voit bien mon visage et mes expressions. Sur les images du pré-tournage, quand j'ai aucune expression, entre guillemets, j'ai l'air quand même un peu inquiet. Et je me dis qu'il faudrait que je travaille une expression faciale plus psychopathe, plus il a même pas l'air inquiet, il est complètement neutre. Je me dis que c'est encore plus perturbant. Inquiet pourrait supposer qu'il s'inquiète de ce qu'il entend, alors que s'il est neutre, vraiment on est perdu, quoi. Donc je suis avec Amélie. Amélie est donc la chef maquilleuse coiffeuse. On a travaillé ensemble sur beaucoup de projets, notamment tous les Cocovoites. Et quand je l'ai appelée pour lui présenter le projet, elle m'a tout de suite demandé au téléphone de garder la barbe. Elle a instantanément capté qui était le personnage, ce que je voulais qu'il dégage, et comme elle me connaît très bien, elle a eu cette certitude de la barbe. Amélie, elle m'a maquillé, posé des perruques et tout, donc elle voit ce que je renvoie, quoi. Donc c'est rassurant pour moi de travailler avec des gens qui sont assez sûrs d'eux, parce que parfois quand on engage un dialogue trop ouvert, je me sens un peu perdu. Surtout sur des sujets où mes convictions vacillent, comme l'allure de Kessler. Là, elle m'a dit ça tout de suite, j'ai dit bon très bien. Et donc c'est pour ça que j'ai la barbe, et je pense que je vais la garder longtemps, peut-être 1 an ou 2, enfin le temps de finir le film. Est-ce que c'est sexiste ou pas ? Donc là, on est dans les locaux de Sympa-Cool et Amélie est en train justement de me tailler la barbe et de me faire une coupe de cheveux. Le tournage, c'est que la semaine prochaine, mais comme ça, ce sera fait. Et comme je souhaite travailler en équipe ultra réduite sur le tournage, Amélie, elle sera pas là, donc elle me fait la coupe en avance. Et éventuellement, s'il y a des trucs à ajuster, je les referai moi-même sur le tournage. Genre au rasoir, couper pile le long de la joue, enfin, elle me montre quoi faire. Coucou. Bonjour. Ça va et toi ? Oui, très bien. Bienvenue. Merci. Enchantée Anissa. Et Camille, enchantée. Et tu connais Amélie, on s'est vu en coulisses et sur d'autres trucs. Anissa, qui est costumière, nous rejoint pour qu'on teste les tenues de Camille et la nouvelle chemise de Kessler, moins transparente. Avec Anissa, on s'était mis d'accord sur l'importance de minimiser l'impact écologique du tournage et donc de travailler avec de la seconde main pour les costumes de Camille.
Alors Anissa, elle s'est beaucoup investie, c'est super, elle allait dans des friperies, elle a récupéré des vêtements à droite à gauche, même des vêtements à elle les a apportés. Donc Camille essaye différentes tenues qu'Anissa a apportées. On cherche celle qui va le mieux marcher. C'est vraiment pas le domaine dans lequel je suis le plus à l'aise. Mais j'ai quand même des convictions sur plutôt ce qu'elle doit pas porter. Moi, je pense que son perso à Camille doit dégager quelque chose d'assez banal. Donc, je préfère qu'elle porte pas de bottes, de couleurs trop fortes, de jupes léopard, de trucs comme ça. J'aime beaucoup une tenue proposée par Anissa, qui est un maillot de foot du Maroc. Mais je le trouve un peu risqué pour la première scène. Donc Camille le portera sans doute plus tard dans le film. Alors malgré tous les tests, j'ai pas l'impression qu'on a la tenue idéale pour Camille. Même s'il y a des trucs bien... Anissa capte ça très bien, donc elle va chez elle avec Camille pour trouver le pantalon parfait et puis même quelques bijoux. Elle m'envoie des photos dans la foulée, moi je trouve ça parfait, donc à la fin de la journée, on a le look de Camille et on a les looks de Kessler et Camille. J'ai appelé mon pote Xavier pour lui demander de l'aide afin de mieux comprendre le personnage que j'allais incarner et de trouver comment le faire. Xavier, il est comédien, auteur, réalisateur, il est super fort. On a fait un spectacle ensemble, on se connaît bien. Il a une capacité d'écoute et de travail vraiment impressionnante. Comme je suis perdu sur ce personnage un petit peu, j'ai besoin de lui, quoi. Alors Xavier est venu à la prod un vendredi après-midi et on a discuté. Alors je lui ai présenté tout le film, tout ce que je pensais du scénario, du personnage, de la scène que j'allais tourner. Et tout de suite, il a sorti son carnet, il a pris des notes tout en m'écoutant. Il m'a poser des questions. Mais tu pourrais dire, je vais observer un éboueur le matin, je veux pas qu'il sache que je le regarde. En vrai, moi je regarde les gens, j'adore ces trucs-là aussi, tu vois. J'adore, c'est fou de regarder quelqu'un qui travaille, qui sait pas que t'es en train de le regarder travailler. Ouais. Tu vois, il y a des choses belles aussi là-dedans. Mais qu'est-ce que ça t'apporte ? Qu'est-ce que ça t'apporterait, ça ? Émotionnellement ? Émotionnellement, ça comble mon besoin de connaître l'humanité, quoi. Le monde, d'être au monde, en fait. Déjà que l'essentiel de mes journées, c'est des interactions sociales codifiées. Je me dis, on peut passer toute notre vie dans notre propre matrice, tu vois. Ok, en fait, là, ça rejoint le truc du statut du début dont tu parles. Donc voilà, il y a un truc clair là. En fait, le seul truc qui me dérange avec le statut, qui marche très bien narrativement, c'est qu'en fait, c'est pas tellement universel, alors que ce que tu viens de dire, c'est génial, c'est universel. Le truc du code, c'est qu'en fait, c'est un gars qui ne comprend, enfin, dont les codes sont... Il n'arrive pas, les codes. C'est pas possible pour lui. Ouais. Comme toi, c'est le truc de genre, j'y arrive pas, c'est fou, c'est absurde. C'est comme un autiste, en fait, dont les codes sociaux, il les a pas, en fait. Donc, en fait, malheureusement pour lui, ce monde dans lequel il est trop dur. Parce qu'il y a tous ces codes. Et ça le rend malheureux, ça, les codes. Et en fait, ce qu'il cherche, c'est du coup un monde sans les codes. Il rêve d'un monde sans les codes. Et il essaye peut-être de le créer, ce monde, dans cette espèce de pièce de théâtre prétextuelle. En fait, il essaye de créer le monde imaginaire dans lequel il serait heureux, quoi. Un monde sans code, un monde où tout le monde est heureux, enfin, tout le monde est capable d'être sincère totalement, libéré de tous ces codes. C'est ça. Du coup, là, en fait, ce que tu viens de dire, ça rejoint exactement le truc du statut, sauf que ça s'universalise un peu, parce que c'est ton endroit. Toi, c'est pas ton statut qui fait que les gens, ils sont comme ça, et donc... Parler avec Xavier me fait beaucoup de bien, c'est vraiment décisif. La conclusion, en gros, c'est que je fais le film pour expliquer au monde quel est mon autisme. Donc, bon, c'est un mot un peu fort, un peu important, mais je trouve que c'est quand même une jolie formule, parce que ce serait comme si je faisais le film pour expliquer aux gens comment je communique. C'est comme un moyen de communiquer pour moi. Et je pense que c'est vrai, d'une part, je fais des films pour communiquer avec les gens, au fond. Et en plus, c'est joli parce que ça ressemble vraiment à Xavier de concilier comme ça créativité, générosité, humanité. Et donc, je suis très très content de cette discussion avec lui. Alors Xavier m'a conseillé un autre truc, c'est faire de l'hypnose. C'est quelque chose qu'il pratique depuis des années en tant qu'acteur et ça l'aide à trouver des rôles, à comprendre intimement les personnages qu'il incarne. Moi, j'ai jamais fait de séance d'hypnose, donc je me dis, je perds rien à le faire, surtout au point où je suis complètement perdu, quoi. Ouais, donc je viens de sortir de ma séance d'hypnose. C'était trop bien, j'avais jamais fait ça. Elle est trop forte. Donc je sais pas si je raconte là ce que j'ai vécu et comment ça s'est fait, je le ferai peut-être un peu plus tard, mais en tout cas je me sens d'attaque pour le tournage. Je me sens un peu plus en confiance, je suis content de l'avoir fait. Pendant la séance, l'hypnothérapeute m'a emmené vers une situation où j'ai fait dans ma tête apparaître Kessler enfant. Je crois que je voulais comprendre d'où il venait, pourquoi il faisait tout ça, son métier, et puis ses enregistrements, voilà.
Et je me suis dit qu'au fond, Kessler était peut-être un enfant. Parce que comme les enfants, il aime faire des spectacles. Il joue à « si on disait qu'on faisait ça », et donc il monte des spectacles. Puis comme les enfants, il a peut-être du mal à comprendre les adultes. On l'empêche d'écouter les adultes qui parlent. Et quand il les entend, les adultes, il comprend qu'ils ont développé des codes pour se cacher des choses, pour se mentir, et ça le perturbe. Moi, quand j'étais enfant, j'ai l'impression que j'étais très sensible à la sincérité, à la communication, qui doit être un truc assez commun à tous les enfants. Non pas que je mentais jamais, mais en tout cas, c'était une petite violence de me rendre compte qu'on ne pouvait pas vraiment se comprendre dans la vie. On ne pouvait pas avoir complètement accès aux autres. Et que les adultes, encore plus. C'était comme accepter qu'on était un individu à côté de plein d'autres individus et on a peur de ne pas connecter avec eux, on a peur d'être exclu des conversations. Donc peut-être que Kessler fait tout ça parce qu'il est resté un enfant. Et cette idée, elle m'aide beaucoup parce que ça rejoint ce que Xavier m'a dit. Je fais ce film pour dire qui je suis, comment je fonctionne. Et le film et Kessler, en fait, sont des prétextes. J'ai juste besoin de communiquer. Donc je trouve ça beau. Alors on verra ce que ça donne physiquement à l'image. Mais je me sens déjà moins perdu qu'avant. J'ai l'impression d'avoir pied là cette fois. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson de Jean-Jacques Goldman qui s'appelle « À nos actes manqués », qui fait Et bien là, on est la veille du tournage, donc je dois jouer Kessler le lendemain, et j'ai perdu sa chemise. Donc je ne peux pas enfiler le costume du personnage, je ne peux pas faire le personnage. Ok, j'ai perdu la chemise de jeu. Puisque je la portais sur moi, je ne veux pas qu'elle ait l'air trop neuve, je veux la porter un peu. Et là, je suis incapable de la retrouver. Je ne sais pas du tout où elle est pas chez moi, elle n'est pas à la prod. Donc je vais chez Alain Figaret, ou Figaret, je ne sais pas comment on dit, ouais, pour racheter la chemise et m'en trouver une autre, identique. Bon, j'en ai profité pour essayer 3 chemises différentes. Et finalement, j'ai quand même acheté celle identique que j'avais perdue. Après, ce que j'ai bien aimé avec cette petite mésaventure ou expérience, c'est que je suis allé dans un magasin super chic, des beaux quartiers, je pense exactement comme là où irait mon personnage. Et c'est des boutiques dans lesquelles je rentre jamais, avec des chemises à 150 balles. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant. Je me dis, voilà, si jamais je discute avec quelqu'un un moment, en impro, dans le film, je serai en mesure de décrire un magasin chic, dans les beaux quartiers, j'aurai ça dans la tête, de mon perso. C'est cool de faire les mêmes gestes que le personnage. Faire des petits gestes comme ça, se dire bon, je vais aller manger là où mon personnage serait allé déjeuner par exemple, ou des choses comme ça, je trouve ça pas mal. Ça me sort un petit peu de mes habitudes et en tout cas ça me rassure. À ce niveau-là, moi ça me rassure un petit peu. Je me dis ok, je suis matériellement de temps en temps un petit peu comme lui et on sait que c'est très important le matériel, ça impacte le corps, ça impacte la façon dont on marche, dont on se comporte, etc. Et donc c'est bien d'avoir des expériences tangibles, je trouve, même si c'est pas du tout dans le film. Moi, ça m'aide un petit peu. Bon, on verra le résultat. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Vous pouvez soutenir le film en partageant ce podcast autour de vous et en laissant quelques étoiles pour son référencement. Vous pouvez aussi soutenir mon travail financièrement grâce à ma page Tipeee. Chaque euro m'aide à conserver mon indépendance, que ce soit dans la fabrication de ce long métrage, de ce podcast ou de vidéos sur YouTube. Et vous trouverez tous les détails sur ma page Tipeee, dont le lien est en description. Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine. André me laissait entendre tout à l'heure que vous avez quelques problèmes pour terminer le film et pour acheter la pellicule. C'est juste que nous avons... Eh bien, il va de soi que je suis prêt à partager mon pécule. Merci. Je serai ravi. Gentil. Je serai ravi. Merci beaucoup. C'est très gentil.